Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui la technologie du blockchain. Cette technologie fut découverte pour la première fois en 1991 par Scott Stornetta et Stuart Haber. Leur but était de pouvoir créer un système de documentation daté qui ne pourrait pas être modifié après création. L'idée fut ensuite reprise et popularisée par le groupe Nakamoto en 2008, qui l'ont améliorée en ajoutant le hachage pour lier les blocs ensemble, ce qui fut l'année suivante l'implémentation principale du Bitcoin. Mais que représentent ces blocs? Ça peut être en réalité n'importe quoi. C'est vraiment la beauté de la technologie. Prenons l'exemple des dernières élections provinciales et implémentons une structure blockchain pour gérer les résultats. Un bloc représenterait un formulaire de vote et on y voit la date, mon nom, un ID, une clé, on va revenir sur la clé, et pour finir, mon vote. Maintenant, disons que Serge vote également. Voilà son formulaire. On remarque que la clé de son formulaire est en fait l'ID du mien. Bon, on va ajouter Diana. Ici, on voit que sa clé est l'ID du formulaire de Serge, et ainsi de suite. Mais les listes de la STL font déjà ça depuis un bout, vous me direz. Vous n'avez pas tort du tout. L'astuce qui rend la blockchain beaucoup plus intéressante est la partie cryptage. En effet, les blockchains utilisent extensivement ce qu'on appelle le hachage. Une fonction de hachage transforme n'importe quelle donnée en empreinte numérique. Cette empreinte est généralement sous la forme d'un mélange de chiffres et de caractères. Si on lui donne un formulaire contenant notre bulletin de vote, il en sortirait quelque chose comme cela. Oui, c'est vraiment long, je sais, mais ça fait en sorte que cette empreinte est vraiment unique à mon formulaire. Modifier le formulaire en ajoutant par exemple un S à mon nom créera une toute nouvelle empreinte. Il y a des fonctions de hachage qui permettent d'obtenir le formulaire de base à partir de l'empreinte. Ces fonctions sont utilisées notamment dans le cryptage et le décryptage. Ce qui nous intéresse pour le blockchain sont celles qui ne permettent pas un retour à la donnée initiale. Ouch, on s'est pas mal éloigné du sujet, mais c'est pour une bonne cause, vous allez voir. Allons voir à quoi sert tout cet hash. Sur notre formulaire, on voit mon nom, mais en réalité pour des fins de confidentialité, mon bulletin de vote doit être anonyme. Mais on doit quand même pouvoir certifier que c'est moi qui ai voté si nécessaire. On introduit alors ce qu'on appelle une signature digitale, qui fonctionne avec une clé privée que je suis le seul à connaître, et une clé publique qui est visible par tous et qui est générée en hachant ma clé privée. C'est la clé publique qui va remplacer mon nom sur mon bulletin. L'ID de mon bulletin va être généré en hachant les informations du formulaire ainsi que de l'ID du bloc qui précède mon vote. Et on fait la même chose pour le vote de Serge et de Diana. On obtient alors ce bloc. Disons que je suis un pirate, que je n'aime vraiment pas le nouveau gouvernement légitimement élu. Voyons ce qui se passe si je change mon vote. Oups, on voit que juste changer une valeur a modifié tous les ID qui suivent dans la chaîne et l'a ainsi rompu. La modification est cependant seulement sur mon ordinateur à ce moment. Ajoutons alors la dernière composante du blockchain, c'est-à-dire plusieurs ordinateurs dans un même réseau qui ont la même structure blockchain que moi avant ma petite modification bien sûr. Et après une certaine période de, prenons 10 minutes, une mise à jour se fait entre tous les ordinateurs par peer-to-peer. Cette étape est appelée la conciliation. Lorsque les ordinateurs d'Emir et Serge font la mise à jour avec mes données, ils sont en mesure rapidement de voir qu'il n'y a plus concordance dans les ID, et ainsi la mise à jour sera refusée. C'est comme cela qu'on garantit l'intégrité de notre blockchain. Pour résumer, nous obtenons la transparence ainsi que la décentralisation de l'information, car chaque ordinateur a la même information en tout temps, et chacun peut y accéder à tout moment. Et le système reste très sécuritaire car personne ne peut modifier l'information une fois que la mise à jour a été approuvée par tous. Et tout cela se fait sans avoir besoin d'une organisation tiers pour certifier ou contrôler les résultats. Le dernier ajout au blockchain est le contrat intelligent. C'est un programme immuable, donc non modifiable, qui permet de définir non seulement les règles et les sanctions relatives à un accord, de la même manière qu'on le ferait pour un contrat traditionnel, mais il applique également automatiquement les obligations reliées à ce contrat. Ce programme est ensuite mis dans un bloc et prend ainsi tous les bénéfices de notre blockchain. On pourrait par exemple l'utiliser pour annoncer le gagnant des élections dès qu'un certain seuil a été atteint.
Il n'y a pas seulement que du bon cependant dans les blockchains. Ces plus gros inconvénients viennent de la manière dont la technologie est utilisée. Avec tout le cryptage qu'il y a autour, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir comprendre ce qu'il faut faire. Et il peut y avoir des failles dans les systèmes de cryptage qui n'ont pas encore été découverts, ainsi que des temps d'attente entre les transactions dues à la conciliation qui s'opère seulement après un délai de 10 minutes. Mais cela reste des inconvénients surmontables. Pour finir, les blockchains sont une innovation fantastique qui permettent de faciliter et révolutionner plusieurs secteurs qui profiteraient d'être plus sécuritaires et transparents, comme le gouvernement ou autres organismes avec lesquels on doit interagir souvent. Et tous ces avantages viennent avec des inconvénients qu'on peut facilement régler. On retrouve beaucoup de ces qualités dans Git, par exemple, qu'on voit en cours. Je vous souhaite donc une bonne journée. Les références sont en dessous de la vidéo. Au revoir.